Donc IC, c'est une société qui a été créée il y a 25 ans à Nantes. C'est situé aujourd'hui à Saint-Herblain. Ça a fait 35 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière et 450 collaborateurs dans la France entière, principalement dans l'Ouest, mais également à Paris et à Lyon. Hop. Et aujourd'hui, on va vous parler de React Native, mais surtout du coup de nos expériences. C'est un retour d'expérience ici, hein, c'est pas un cours, une recette miracle, on verra par la suite, mais également de méthodologie projet. Ça nous paraît indissociable aujourd'hui de parler de projets informatiques, de techniques, sans parler de la méthode qui va avec. C'est vraiment important. De React Native, puisque c'est la solution technique finalement qu'on a mis en œuvre sur différents projets ces derniers temps, et de FinTech, plus particulièrement de start-up voilà, du monde plutôt bancaire. Et donc, ce n'est ni un cours, ni un mode d'emploi, ni un comparatif de différentes solutions. Il y a d'autres technologies qui peuvent répondre à vos solutions. Il y a par exemple une conférence dans cette même salle plus tard sur Flutter et React Native. Ça peut tout à fait être intéressant pour vous également. Mais ce n'est pas non plus une méthode miracle. Là, on va vous décrire un cas d'usage. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est la méthode à appliquer systématiquement. Et donc, pour ce cas d'usage, pour illustrer un petit peu notre propos aujourd'hui, on va parler d'un projet, donc un projet type qui se veut une application mobile pour Android et iOS. Ce projet se veut innovant. Donc l'innovation, c'est quoi? Ça peut être aussi bien techniquement que sur l'ergonomie, sur les usages, sur enfin vraiment tout et n'importe quoi. L'idée, c'est vraiment de proposer des choses un petit peu innovantes. À l'écoute des utilisateurs, donc bien sûr, avant de lancer la startup, on fait des études de marché, on se pose la question de quelle cible on va vouloir toucher, mais en cours de développement aussi. On fait intervenir des groupes d'utilisateurs pour savoir si finalement ce qui a été développé, ce qui est en cours de développement, ce qui va être développé convient finalement. On fait des tests utilisateurs, on monte des storyboards, etc. Et puis bien sûr, une fois que c'est en production, on ne s'arrête pas là, on écoute les retours, que ce soit bon, mauvais, et puis on continue avec des tests pour la suite. Et puis bien sûr, un projet évolutif. Il faut que dès le départ, on puisse se dire le projet doit pouvoir radicalement changer. On ajoute et on enlève des fonctionnalités, bien sûr, mais pas que. Il faut pouvoir vraiment pivoter, la startup doit pouvoir pivoter. Donc, des étapes classiques de construction du produit. On va imaginer, du coup, de définir les différents écrans. Donc, on crée nos storyboards, on les présente aux utilisateurs. Une fois que c'est validé, on passe à la rédaction des specs. Bien sûr, les specs, quelques allers-retours, on les valide. Une fois que c'est fait, on passe au développement et aux tests et recettes. Une fois qu'il y a quelques ajustements qui sont réalisés, on passe en production. Bon, tout va bien. J'espère personne. Ça on jette. Parce que là, on va droit dans le mur en fait. On a imaginé les besoins de l'utilisateur, mais en fait, on ne s'est pas posé la question de si réellement ça y répondait. On n'a rien testé. Finalement, on est allé en production, on a mis tous nos fonds dans un seul projet, et puis le projet, ça se trouve, il tombe à côté. Donc on va partir sur une méthode, vous en doutez, un peu plus incrémentale. Et du coup, les technologies qu'on va mettre en œuvre et toute la méthodologie vont devoir s'adapter à ce principe. Donc là, c'est très simple. On va partir sur une méthodologie agile, du coup avec un portefeuille, de la valeur métier. On a les programmes... Je t'arrête, c'est simple. C'est plus ou moins simple. Ouais, on va peut-être faire un peu plus simple aujourd'hui. On va partir sur autre chose. On va partir très simple. On part des besoins. Les utilisateurs, ils nous remontent des besoins plus ou moins clairs, parfois contradictoires. Après, il faut les trier, les prioriser, voir ce que la startup souhaite faire, ou souhaite ne pas faire. Une fois qu'on a ces besoins, du coup, par exemple, pour une application bancaire, ça peut être transférer de l'argent à un tiers ou sécuriser mes transactions. Voilà, deux types de besoins classiques. On les découpe en fonctionnalités, en histoire utilisateur. Une fois qu'on a ces histoires, pareil, c'est priorisé, etc. Des exemples d'US pour ces deux besoins, on peut avoir effectuer un virement SEPA ou un paiement carte bleue,
un paiement Paylib ou encore un virement instantané. Ça, c'est différentes solutions qui répondent au premier besoin. Pour le second besoin, on peut avoir une connexion classique via login mot de passe, mais on peut aussi utiliser de l'enrôlement, c'est-à-dire sécuriser l'accès à uniquement certains périphériques, soit par un code OTP précédemment saisi, soit par une vérification physique du lieu ou autre, peu importe la méthode, ou encore de la biométrie, via empreinte digitale ou reconnaissance faciale. Une fois que les fonctionnalités, les US, ont été priorisées et puis qualifiées, pokerisées, etc., on rentre dans des cycles itératifs. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cycles, il y a des cycles journaliers, il y a des cycles à la semaine ou toutes les 2 semaines sur la durée du sprint. Et puis après, il y a des cycles plus longs, les releases, les lots. Et donc, une fois qu'on a fait un certain nombre de cycles, qu'on synchronise, qu'on vérifie ce qu'on a fait, qu'on le démontre, une fois que c'est démontré aux utilisateurs que ça plaît, on fait les ajustements pour ce qui ne plaît pas, etc., on arrive à la fin, finalement, avec un ou plusieurs produits, suivant finalement la stratégie qu'on a mis en œuvre. Mais pour faire ça, c'est très bien, on a une méthode, on va quand même essayer de le développer maintenant, ce produit. Et donc, pour répondre à nos exigences, on a sélectionné quelques critères, voilà, classiques, sur les quelques expériences qu'on a pu avoir là, ces derniers mois et dernières années. Donc, par exemple, là, il nous faut une application qui soit sur Android et iOS. Ça paraît primordial aujourd'hui. Deuxième point, on parle d'une startup, donc il faut rationaliser les coûts de développement. Rationaliser, ça veut dire qu'il faut les limiter, et puis tout ce qu'on fait, on évite de le faire 2 fois. On ne va pas écrire du code pour Android et pour iOS, si potentiellement il va être jeté finalement dans 2 mois, dans 1 mois. On est dans un cycle toujours itératif. Le time to market réduit, dit autrement, il faut pouvoir aller en production très rapidement. Aussi bien pour corriger des bugs, mais aussi pour ajouter ou enlever des fonctionnalités. Imaginez, vous intégrez un service tiers, et puis ce service tiers, il tombe. Donc votre application, elle a un problème. Très rapidement, il faut pouvoir modifier l'application, idéalement sans même redéployer celle-ci pour que l'utilisateur n'ait pas de problème lors de l'usage. Des fonctionnalités évolutives, c'est par essence, quand la boîte elle se crée, on ne sait pas encore exactement où est-ce qu'elle va aller. Donc il faut dès le début qu'on se dise que ça doit pouvoir évoluer. Une solution pérenne, oui, parce que là, on ne parle pas d'un grand groupe, on parle de quelqu'un qui a mis de l'argent dans sa boîte, qui a fait une levée de fonds. Il ne s'agit pas de réécrire l'application dans 3 mois ou dans 6 mois. Donc, solution pérenne, ça peut varier, c'est 2, 3, 5 ans. Voilà. Mais ce n'est pas une question de mois. Et puis, bien sûr, une bonne expérience utilisateur. Donc, bien sûr, la réactivité, quand l'utilisateur clique sur un bouton, il faut qu'il réagisse. Il faut que ça fasse ce qu'on imagine ce qu'il va faire. Donc attention aux icônes, ce genre de choses. Mais également, les utilisateurs Android et iOS ont des usages. Ils ont des réflexes. Ils doivent pouvoir les retrouver dans cette application. Parfois des usages différents entre les 2 plateformes. Et donc, il faut pouvoir s'adapter aux utilisateurs. Et donc, en quoi React Native, du coup, peut répondre à ces critères de choix ? Donc, du coup, on va s'intéresser aux promesses de React Native. Donc, la première promesse de React Native, c'est le write once, run everywhere, c'est-à-dire qu'on a une source de code unique qui est du JavaScript, du React, et à partir de cette code de source unique, on va pouvoir faire 2 applications Android et iOS. Donc, on évite de dupliquer du code. Donc on fait à la fois des gains de temps, des gains de coûts sur le développement. Et aussi un autre point auquel on pense un peu moins, c'est que vu qu'on va développer en même temps l'application Android et iOS, on ne va pas avoir, comme on peut avoir des fois sur certaines applications, des fonctionnalités qui sont en avance sur une version Android et qui n'existent pas encore sur iOS ou inversement. Donc là on est sûr que les 2 versions avancent au même rythme. La deuxième promesse de React Native, c'est que contrairement à d'autres solutions, des solutions hybrides en fait, pour faire du cross-platform, avec React Native, on va utiliser des vrais composants natifs pour la partie UI. C'est-à-dire que les listes, les boutons, les zones de texte qu'on va utiliser, c'est pas des imitations des composants natifs, ce sont les vrais composants natifs Android et iOS. Et du coup, on va se retrouver avec une meilleure expérience utilisateur, avec des utilisateurs qui vont se retrouver avec des composants auxquels ils sont habitués à fonctionner. L'avantage aussi, c'est que s'il y a des évolutions sur les composants, par exemple une nouvelle version d'iOS qui sort avec je
un nouveau champ de sélection de date, on va pouvoir en bénéficier automatiquement. Autre promesse de React Native, dans React Native, il y a React. Donc la promesse, c'est tout l'univers de React. Donc c'est un écosystème qui est très riche. Alors c'est à la fois l'écosystème de React Native, parce qu'on a beaucoup de plugins qui existent pour faire un peu tout ce qu'on peut faire sur un téléphone mobile. Et on a également tout l'écosystème React. Donc c'est toutes les librairies. S'il y a des gens qui font du React ici, ils sont habitués à utiliser du Redux, du Saga, du Redux Form. Donc il y a toutes les librairies qu'on utilise habituellement sur React, qui sont utilisables en React Native. Et un peu lié à ça, en fait, une des promesses de React Native aussi, c'est que les compétences qu'on va acquérir pour faire du React Native, on va pouvoir les utiliser pour faire du web, pour faire du React. Les compétences sont assez proches. On passe facilement de React Native à React.js, un peu plus difficilement dans le sens inverse, parce qu'il y a toute la partie mobile à acquérir, où il y a en particulier toutes les problématiques de build qui sont un peu plus complexes que ce qu'on peut avoir sur du web. Et puis enfin, la dernière promesse de React Native, c'est les références, parce qu'il y a vraiment React Native est utilisé pour réaliser des applications qui ont pignon sur rue, quoi. Il y a par exemple toute la série des Facebook, vu que c'est Facebook qui fait React Native, ils l'utilisent en interne, à la fois dans l'application Facebook que vous utilisez tous les jours, et puis aussi sur des applications internes chez eux, quoi. Donc on va retrouver en effet Pinterest par exemple, Skype, du coup côté Microsoft, on a Uber Eats, Walmart, Bloomberg, vente privée, lastminute.com. Voilà, il y en a quand même tout un tas et des applications parfois un peu moins, on va dire, business. Alors, on a 2048, le jeu qui a très bien fonctionné il y a quelques années. Voilà, c'est fait en React Native. Voilà, il y en a tout un tas, donc de belles références. Donc pour vous expliquer un peu, quand on parle de White Runs Run Everywhere, le grand principe de React Native, donc quand on initialise un projet React Native, en fait on initialise 3 projets. Il y a un projet JavaScript, où on va avoir tout notre code React, et on va avoir un projet pour chaque plateforme native, donc un projet Android, un projet iOS. Donc ce sont des vrais projets natifs qu'on peut ouvrir dans Android Studio ou dans Xcode. Donc l'intérêt de ces projets, ça va être essentiellement des problématiques de build. Parce que pour générer un APK ou un IPA, on n'a pas le choix, il faut passer par les outils Android ou Xcode. Et du coup, avec notre code JavaScript, on va générer un bundle JavaScript à l'aide d'un outil qui s'appelle Metro. Donc, Metro, c'est l'outil qui est fourni par Facebook pour transformer notre code JavaScript Ça va faire un peu ce que fait Webpack en fait sur du web. Donc ça va nous générer un bundle JavaScript qu'on va pouvoir intégrer dans l'APK ou dans l'IPA. Et lorsqu'on va exécuter l'application React Native, en fait, ça va lancer, au démarrage de l'application, on va lancer un moteur JavaScript. Le moteur JavaScript qui est utilisé dans React Native, c'est JavaScript Core, c'est celui de Safari. Donc quand on est sur iOS, il y en a un sur la plateforme, on l'utilise, hein. On ne va pas s'embêter à en rajouter un autre. Par contre, sur Android, évidemment, il n'y a pas de JavaScript Core, donc il est embarqué dans l'APK. Donc ce moteur JavaScript, il va nous servir à exécuter tout notre code JavaScript qui est dans le bundle qu'on a généré précédemment. Et donc ce bundle JavaScript, il va avoir tout le code qui nous permet de faire du requêtage, de naviguer dans notre application, de gérer toutes les règles métiers. Par contre, quand on va avoir besoin d'attaquer la partie UI, on va là utiliser des composants React Native ou des plugins React Native. Donc, ce que fait un composant React Native, en fait, c'est qu'il va, à travers un bridge, il va attaquer des vrais composants natifs. Donc en fait, ce bridge va servir à un espèce de mapping en fait, entre les composants qu'on va avoir en React Native et des composants natifs. Donc ça veut dire qu'avec le même code JavaScript, on va écrire un code JavaScript et c'est le bridge qui va se charger de le convertir si on est sur iOS dans le composant iOS correspondant et si on est Android sur le composant Android correspondant. Donc ça vaut pour les composants d'UI, mais ça vaut également pour tous les plugins, tous les SDK qu'on peut avoir, par exemple Google Maps et Google Analytics ou autres composants, autres librairies natives. On va avoir des plugins React Native qui vont nous permettre de les attaquer de la même manière qu'on soit sur du Android ou du iOS. Et éventuellement, donc ce que j'ai mis en orange ici, en fait, c'est le code que nous, on écrit. On peut avoir besoin, nous, d'écrire du code natif si on a besoin d'attaquer un SDK pour lequel il n'y a pas de plugin React Native qui existe. Ça peut arriver. Souvent, sur des SDK qui ont été créés en interne, par exemple, c'est à nous d'écrire ce code, de faire ce mapping entre JavaScript et le natif. Donc j'ai parlé là de plugins React Native. Je vais présenter quelques plugins qu'on a l'habitude d'utiliser, qu'on va utiliser régulièrement sur une appli bancaire, par exemple.
À chaque fois, ça va être toujours le même principe. En JavaScript, en fait, on a un code JavaScript unique qui va nous permettre, de manière transparente, d'utiliser le côté natif Android ou iOS. Et nous, on fait que du JavaScript. Donc, un exemple de plugin régulièrement utilisé, c'est la biométrie. Donc, tout ce qui est connexion par empreinte digitale ou par Face ID. Donc, on n'imagine pas aujourd'hui une appli bancaire sans ça, quoi. Ça existe encore, malheureusement. Et donc, ça, du coup, avec React Native, c'est très simple à mettre en œuvre. Un peu lié à ça, on a le coffre-fort. Donc, le coffre-fort, c'est tout ce qui va permettre de stocker de manière sécurisée des informations sur notre device. Donc, typiquement, dans le cadre de la biométrie, pour s'authentifier, vu qu'on ne va pas s'authentifier par un login mot de passe, on va avoir besoin de stocker un token. Et ce token, il ne faut pas qu'il soit accessible à tout va. Donc, il est stocké dans un coffre-fort sur le device. Donc là, on voit quand même un intérêt de React Native aussi, c'est que ce soit la biométrie ou le coffre-fort, on délègue en fait la sécurité de notre application, on la délègue à l'OS, quoi. Donc ça permet vraiment de sécuriser notre application. Autre exemple de plugin qu'on utilise régulièrement, qui est tout ce qui est stockage persistant de données. Donc c'est ce qui va permettre de conserver des données entre deux lancements d'application. Donc on appelle ça du async storage de temps en temps. Par contre, il faut faire attention que ces données ne sont pas sécurisées, contrairement à ce qu'on peut avoir avec le coffre-fort. Donc, par exemple, on va l'utiliser pour conserver la configuration de l'application, savoir si l'utilisateur a activé ou non la biométrie sur son application. Autre exemple de plugin, c'est tout ce qui permet de récupérer les informations sur le device. Nous, on l'a utilisé tout à l'heure, on parlait d'enrôlement. L'enrôlement, en fait, c'est le fait d'associer un téléphone à un compte utilisateur. Et du coup, d'après, de pouvoir autoriser certaines opérations, par exemple de faire des virements, ne le faire que sur des devices qui sont autorisés pour cet utilisateur-là. Et donc, du coup, là, on a besoin de récupérer l'identifiant du device, et on va le faire avec un plugin React Native. Autre exemple, l'appareil photo. Donc ça, nous, on l'a utilisé régulièrement sur des parcours de souscription quand on a besoin de scanner une pièce d'identité, que ce soit une carte d'identité, un passeport. Et puis un dernier grand classique, tout ce qui est notification push. Donc tout ce qui est Firebase, Cloud Messaging ou Apple Push Notification Service, donc qui vont permettre, avec React Native, en fait, on va avoir une manière unique d'accéder à ces notifications push, quelle que soit la plateforme. Donc ça fait un peu plus de 2 ans qu'on fait du React Native, donc on commence déjà à savoir juger un peu la plateforme et voir ce qui nous plaît et ce qui nous plaît pas dedans. On va commencer par ce qui nous plaît, donc le côté lumineux de la force. Déjà, la promesse du Write Once, Run Everywhere, elle est vraiment tenue, quoi. Nous, dans nos applications, on est à 95% de code qui est vraiment identique entre Android et iOS. C'est que du code JavaScript, on n'a pas de... On n'a rien à faire pour que ça fonctionne aussi bien sur Android et iOS. Les 5% restants, ça va être si on a des problématiques de build. Ça, c'est quelque chose qui est très lié à la plateforme, donc c'est dur de s'en sortir sans faire du spécifique. Ou alors, comme j'ai dit tout à l'heure, si on a un SDK qu'on veut attaquer, pour lequel il n'y a pas de plugin, c'est à nous de l'écrire, quoi. Autre chose qui nous a plu, j'en parlais tout à l'heure, c'est React. C'est en faisant du React Native, on a vraiment on bénéficie de tout l'écosystème React, et puis de l'architecture qui est mise en place par React, donc l'approche composant qui est vraiment super intéressante pour décomplexifier nos applications, pour favoriser la réutilisation, et puis derrière tout l'écosystème React, donc je parlais de Redux, de Saga, et toutes ces librairies qui sont vraiment super intéressantes et qu'on peut utiliser sur du React Native. Autre point qui nous a plu, c'est tout ce qui est gestion des styles. Pour ceux qui ont l'habitude de faire du React.js, ça ressemble beaucoup au CSS in JS, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec des objets JavaScript, appliquer des styles en fait à nos composants. Et ces styles vont être décrits par des propriétés qui sont très semblables au CSS, donc c'est assez facile à mettre en œuvre, puis ça marche bien. Autre avantage de React Native, c'est qu'on a une communauté développeur qui est très large, à la fois sur du spécifique React Native et puis également sur tout l'écosystème React. C'est vraiment dur de tomber si on a un problème, c'est vraiment dur de tomber sur un problème qui n'a pas été résolu par d'autres personnes, quoi. Puis dernier avantage de React Native, dernier point qui nous plaît beaucoup, c'est Facebook maintient vraiment bien la plateforme. Elle est en constante évolution et dans le bon sens, c'est bien à savoir. Et
Donc ils se sont donné comme objectif de faire une nouvelle version tous les mois. Bon, ils y sont pas tout à fait, mais il y a comme des nouvelles versions qui sortent régulièrement. Et ce qui est intéressant ces derniers temps, c'est qu'ils sont vraiment à l'écoute des retours des développeurs. Il y a quelques mois, ils ont lancé sur GitHub, ils ont ouvert un sujet pour avoir les avis en fait, des développeurs, toutes les difficultés qu'ils rencontraient dans les développements React Native. Et déjà, les versions qu'il y a aujourd'hui prennent en compte tous ces retours qui ont été faits par les développeurs. Donc c'est vraiment une plateforme qui évolue de manière très positive, quoi. J'ai parlé de retours négatifs des développeurs, parce qu'il y en a. Dans React Native, il y a des trucs qui marchent beaucoup moins bien. Donc déjà, quand je parlais tout à l'heure qu'on était à 95% en tout cas dans le contexte de nos projets de code commun, on a quand même ponctuellement besoin de compétences en natif. J'ai parlé de build, et le problème typique, c'est on ajoute un SDK dans l'application, et le build Android, il passe plus. Si on n'a pas les compétences natives, c'est un peu... On galère un peu des fois à résoudre les problématiques de build. Puis ok, donc ça veut dire que du coup, il faut qu'on ait des gens qui savent faire de l'Android, de l'iOS et du React Native. Ouais. Donc en termes de constitution d'équipe, ça peut être une vraie problématique. Est-ce qu'il faut une ou plusieurs équipes? Est-ce qu'il faut qu'on ait des gens qui sachent faire les trois? C'est pas forcément facile de se maintenir à jour, etc. Voilà, ça c'est des vraies questions, des vrais sujets quand on adresse les deux plateformes, plus finalement le React Native. Ou alors ponctuellement faire appel à des compétences extérieures. Donc c'est comme ça qu'on a fonctionné souvent. Une des promesses de React Native, vu qu'on utilise des composants UI, c'était qu'on avait des UI qui étaient performantes. Sur iOS, c'est complètement vrai. Sur iOS, on va voir la différence entre une appli React Native et une vraie appli native. Il n'y a pas de grosse différence, ça tourne vraiment bien. Par contre, sur Android, on a rencontré pas mal de difficultés. En fait, pour résumer, c'est qu'Android est très sensible s'il y a des mauvaises pratiques de développement, du mauvais code qui est écrit, on va très vite s'en rendre compte sur Android. Nous, on a eu le cas avec une gestion de thème qui n'était pas très bien, de style qu'on n'avait pas très bien géré, et les touches étaient très, très lents à réagir, on ne comprenait pas trop pourquoi. Il y a aussi le fait que React Native, au début, a été fait pour iOS. Donc Android, au début, ils ont mis ça de côté, ils s'en sont pas trop occupés, quoi. Le point positif, c'est que je parlais tout à l'heure d'écoute de Facebook sur les retours des développeurs. Ça faisait partie des principaux retours, c'est les performances Android. Et là, les dernières versions qu'ils ont sorties, ils ont vraiment énormément amélioré les performances. Entre autres, en intégrant une version de JavaScript Core qui est plus récente. Parce que la dernière qu'ils avaient datait, je crois, de 3-4 ans. Donc au bout de 3-4 ans, c'est vieux, 3-4 ans dans le monde de l'informatique, quoi. Autre problématique sur les performances, c'est quand on démarre une application React Native, on démarre une appli native, et on démarre également une application React, donc une application JavaScript. Donc, du coup, le temps de chargement de l'application JavaScript va se rajouter au temps de chargement de l'application native. Donc ça peut provoquer des petites lenteurs au démarrage. Et là, pareil, Facebook a pris en compte cette demande, et récemment, ils ont mis en place une solution qui ressemble un peu à ce qu'il fait avec Webpack, où on découpe les fichiers JS. On n'a plus un gros fichier JS, mais plusieurs petits fichiers JS qu'on va charger en fait au besoin. Quand on a besoin de rentrer dans un écran, à ce moment-là, on va charger le fichier JavaScript. Donc on améliore comme ça les performances, quoi. Dans les points négatifs également, il y a quelques API qui sont assez décevantes. En particulier une c'est un long fleuve pas tranquille sur React Native. C'est tout ce qui est gestion de la navigation. Donc tout ce qui est passer d'un écran à un autre, revenir à l'écran précédent, gérer le back, gérer les piles de navigation. Donc ça, il y a eu pas mal de tentatives, il y a pas mal de librairies qui ont essayé de faire des trucs bien. La dernière qui a le vent en poupe s'appelle React Navigation, elle marche bien, mais par contre, elle utilise des concepts qui ne sont pas hyper évidents à appréhender. Donc au début, dès qu'on a une navigation un peu complexe à mettre en place, c'est pas toujours évident, quoi. Alors pour moi, la navigation, ça devrait être... Quand on fait une navigation sur une appli web, c'est simple, quoi. Mais là, la difficulté qu'on a sur React Native, c'est qu'on ne peut pas s'appuyer sur la navigation du browser, en fait. On est obligé de s'appuyer sur la navigation native d'Android ou d'iOS. C'est là qu'est la difficulté, en fait. Autre reproche qui est souvent fait à React Native, c'est des montées de version qui peuvent être compliquées. Il y a une des raisons, en fait, c'est que quand on monte en version un projet React Native, il y a le projet React à monter en version, il y a le projet Android et il y a le projet iOS, donc on multiplie les risques de problèmes par 3. Donc ça, ils ont cherché aussi à améliorer en fournissant des outils pour faciliter un peu ces mises à jour.
Et puis, de temps en temps, on a des breaking changes bien sympas. L'été dernier, il y en a, je ne sais pas s'il y en a qui font du React Native, mais qui ont dû passer à Babel 7, nous, on a un peu souffert, quoi. Ça nous a un peu fait transpirer, parce qu'il a fallu attendre qu'il y ait plein de librairies derrière qui passent aussi à Babel 7. Donc c'était un beau bordel, quoi, clairement. On a mis quelques mois, on a mis en pause nos montées de version pendant quelques mois, puis on a attendu que ça se tasse un peu pour passer à la montée de version. Puis dernière difficulté qu'on a régulièrement avec React Native, c'est qu'on a un environnement de développement qui n'est pas hyper stable. De temps en temps, on lance l'application et d'un coup, elle ne démarre plus. On vide le cache, on relance, ça marche. On ne sait pas pourquoi. Mais, là, pareil, ça s'améliore, mais c'est des problématiques qu'on rencontre régulièrement, qu'on rencontre un peu moins maintenant. Ça s'améliore quand même. Donc, quelques conseils qu'on vous donnerait pour une application, quand vous démarrez une application React Native rapidement. Nous, la première application qu'on a faite, on a voulu partir de zéro et c'était pas une bonne idée, parce qu'on a perdu du temps quand il faut intégrer Redux, quand il faut intégrer la React Navigation, tout un paquet de librairies intégrées, ça prend du temps, on les découvre, donc on n'applique pas nécessairement les bonnes pratiques. Donc moi, ce que je recommande, c'est de partir d'un boilerplate, donc une application qui est déjà initialisée, quoi, avec les librairies classiques qu'on va utiliser, qui sont Redux, qui sont Saga, qui vont être React Navigation. Nous, par exemple, on a utilisé Ignite, qui est un projet qui intègre tout ça et qui intègre en plus des bonnes pratiques de développement derrière. Donc c'est une recommandation vraiment pour, si on a besoin de démarrer vite un projet, c'est partir d'un boilerplate, ça permet vraiment gagner du temps et de la qualité, quoi. Deuxième recommandation, c'est une recommandation que je ferai aussi pour React.js, même si je sais que ça porte débat, c'est d'utiliser TypeScript. Alors TypeScript, ça apporte un peu de lourdeur. Donc TypeScript, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du JavaScript typé. Donc ça apporte un peu de lourdeur parce qu'il faut typer tous nos éléments. On peut typer tous nos éléments, mais ça va apporter en fait ça va limiter les risques de bugs. Typiquement sur un nom de variable, on fait une faute de frappe. Si on est en JavaScript pur, ça peut passer à la trappe et puis on va s'en rendre compte à l'exécution qu'on va perdre du temps, quoi. Et puis l'autre avantage d'un JavaScript typé, c'est que le refactoring va être beaucoup plus facile, quoi. Donc le refactoring, moi en termes d'itération, ça apporte de la qualité, de la stabilité. Ça me rassure finalement pour la tenue des sprints. Et puis pour la startup, finalement, un peu sur le plus long terme, on parle de qualité de code. Donc ça veut dire qu'elle a investi de l'argent, du temps. Mais bon, c'est pas pour rien, ça va pas être jeté dans quelques semaines ou quelques mois, puisque finalement la qualité sera normalement au rendez-vous. Autre conseil, c'est d'utiliser une hybride composant. React Native arrive en fait, j'ai parlé tout à l'heure de composants UI qui sont fournis par React Native, ils sont très très basiques. C'est comme si on fait du HTML non stylé, quoi. Donc c'est pas hyper sexy. Donc on a des librairies de composants qui fournissent des composants un peu plus riches. Donc nous on a utilisé par exemple Native Base, on a utilisé Shootem, il y a React Native Elements qui existent et qui donc vont fournir des listes, des boutons, des zones de texte qui sont un peu plus évoluées, donc qui vont permettre de faire des applis plus sympa. Et en plus, ces librairies viennent souvent avec des gestions de thèmes qui donc, du coup vont nous permettre de faciliter un peu le stylage de l'application. Et donc là, toujours dans notre contexte startup, création du premier produit, utiliser une librairie de composants, ça permet de poker très rapidement aussi. Très rapidement, on peut présenter quelque chose d'un petit peu fonctionnel à l'utilisateur, aller vite aussi dans les développements. Une fois qu'on a poké et que c'est validé, eh bien, on crée les écrans assez rapidement. Et puis, à terme aussi, une fois que c'est en production, il faut aussi maintenir cette application. Imaginez qu'il y a une faille de sécurité qui soit découverte 6 mois plus tard, eh bien, très facilement, en mettant à jour finalement cette librairie, vous allez pouvoir profiter du patch, ce qui aurait pu être coûteux et peut-être que si vous l'avez fait manuellement, et vous n'aviez peut-être plus les équipes X mois après pour réaliser ce développement. Autre outil que je recommande, qui est utilisé aussi beaucoup dans le monde React, c'est Storybook. Si quelques-uns connaissent, c'est un outil qui va permettre de mettre au point nos composants de manière isolée, c'est-à-dire en dehors de l'application. Donc ça va permettre comme ça plus facilement de pouvoir tester tous les cas d'utilisation de nos composants et de ne pas avoir à parcourir à naviguer dans l'application avec le bon compte utilisateur pour qu'on se retrouve avec le composant exactement dans le contexte qu'on veut. Donc là, ça va permettre vraiment d'aller vite. Et l'intérêt aussi, c'est qu'en écrivant tous ces cas d'utilisation de nos composants dans Storybook, on appelle ça des stories, quelque part, on écrit des tests unitaires. Et il y a des outils derrière, un outil qui s'appelle StoryShot, qui permet justement d'identifier rapidement les régressions qu'on peut avoir faites sur nos composants avec nos derniers développements.
Et donc là, ça me permet moi de sécuriser la livraison des sprints. Grâce à StoryShort, en effet, on peut faire des tests de non-régression. Et donc, dès qu'un développeur intervient sur un composant, on peut très facilement savoir s'il y a une régression qui est créée ou pas, sans repasser par toute l'application, par tous les écrans, par tous les contextes d'utilisation. Voilà. Donc ça permet de stabiliser, de simplifier les livraisons en fin de sprint. Et un autre conseil, c'est que alors, quand on fait du direct native, en fait, quand on va exécuter, quand on va tester l'application en développement, on va utiliser des émulateurs iOS ou Android. Et autant sur iOS, l'émulateur, il est entre l'émulateur et un device réel, il n'y a pas des grosses différences. Autant sur Android, des fois ça pique. Hein. Donc les raisons, c'est simplement que déjà on prend un Samsung par exemple, bah, ils rajoutent leur propre couche sur Android. Ça peut générer des bugs. On va avoir des différences. On a beaucoup de versions différentes d'Android, d'un 4.2 on est rendu au 8 aujourd'hui, ou même 9, je ne sais plus. Il y a pas mal de risques d'avoir ça peut poser pas mal de problèmes. Et puis aussi sur Android, chose qu'on n'a pas trop sur les iPhones, c'est qu'on a des téléphones bas de gamme. Donc si on prend un téléphone d'entrée de gamme d'Android, on va vite se rendre compte des problèmes de perf qu'on peut avoir, alors que sur iPhone, on n'a pas trop cette impression-là. Donc tester sur des devices réels, c'est essentiel. Nous, en général, sur nos projets, on a toujours un panel de quelques devices qu'on essaie de rendre assez représentatifs du marché, de façon à pouvoir tester notre application sur ce qu'elle soit conforme aux attentes du marché. Puis dernier conseil, c'est d'automatiser les tâches récurrentes, toutes les tâches qui sont rébarbatives sur un développement, toutes les tâches qui nous prennent du temps, donc les automatiser. Bah oui, parce qu'on est dans des cycles très courts, d'itération de 1 à maximum, vraiment 3-4 semaines. Donc vous allez faire certaines tâches classiques de build par exemple, mais là vous allez les faire très 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 souvent. Donc le build par exemple, vous pouvez passer par Fastlane qui va vous simplifier ces builds pour les différentes plateformes. Une fois que le build est créé, il faut le mettre à disposition d'utilisateurs. Donc ça peut être par les stores de Google ou d'Apple, mais des stores privés. Ou nous, on utilise aussi Nexus, en particulier pour le back. Donc là, n'hésitez pas du coup à utiliser des scripts et une intégration continue via Jenkins ou autre. Et enfin, il faut pouvoir aussi faire des tests. Si on faisait tous les tests manuellement, en fait, on ne pourrait pas délivrer toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Donc là, il faut vraiment automatiser le maximum. Et donc des tests end-to-end via du Appium ou du Detox dans ce contexte. Et donc, 6 mois plus tard, tout va bien, c'est le monde des bisounours. La startup va très bien, l'application mobile est lancée, elle est très performante, tous les utilisateurs sont ravis. Il y a une nouveauté qui sort environ tous les mois. Du coup, cette nouveauté elle a pu être testée au préalable avec un panel d'utilisateurs, je vous l'ai dit, de bêta-testeurs au fur et à mesure. Donc quand ça arrive finalement pour le grand public sur les stores, l'application elle est très stable, parce que finalement elle est peut-être sortie quelques semaines, voire déjà 1 mois avant, auprès de plusieurs utilisateurs. Et puis une progression des développeurs, on en a parlé un petit peu dans les conseils juste avant. Là, on vient de vous dire que tout le monde, y compris les juniors, peuvent développer tout ou partie de l'application, y compris les points les plus critiques, donc les composants. Et bien, grâce à ça, les plus juniors, ils vont pouvoir monter en compétences. Ils voient aussi le monde de start-up, ils apprennent sur le monde fonctionnel de la banque ou finance, ils apprennent l'organisation, de l'agile, etc. Il y a beaucoup de choses à apprendre, et donc quand on est une équipe vraiment comme ça, qui partage cette information, il y a une progression globale de toute l'équipe, et c'est très appréciable. Et pour conclure, alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'utiliser React Native pour faire votre application bancaire ? Je ne sais pas. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas une mauvaise idée. Est-ce que c'est une bonne idée ? Ça dépend de votre contexte en fait. Si vous êtes une startup, vous vous lancez tout juste et vous dites ouais, ça me tente bien, j'ai un budget limité, etc. Ouais, pourquoi pas. React Native, il y a Flutter, il y a une conférence fin de matinée qui parle de ça également. Allez-y, je pense que ce sera très intéressant. Mais si vous faites du web en même temps, tournez-vous peut-être vers Ionic en même temps, parce que vous allez pouvoir générer les 3 plateformes en même temps. Mais en même temps, si dans votre entreprise, elle est historique, vous avez des développeurs Java, peut-être qu'ils connaissent déjà Android. Est-ce que ça vaut le coup de les faire monter sur du React Native en plus ? Peut-être pas, peut-être que oui, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut en effet externaliser la partie iOS et ou Android. Voilà.
c'est à voir en fonction de votre contexte. En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est une solution pérenne, stable. Vous ne prenez pas un gros risque en partant sur du React Native. Après, c'est à voir avec votre ça contexte marche. à vous. Et ça fonctionne, ouais. Ça marche. Ça.